Bonsoir à tous, sixième émission de 13 à table. Avec nous ce soir, Grégory. Grégory, bonsoir. Et bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Julien Castagnet est aussi avec nous ce soir. Julien, bonsoir. Salut, salut. J'arrête le bonjour, j'ai dit salut, salut. Ok. Et l'invité du soir est l'entraîneur d'Albi. Il est aussi entrepreneur et fondateur d'une start-up. On aura le temps d'y revenir. Eric Anselme est avec nous. Eric, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, un programme chargé aujourd'hui. On va revenir sur la journée d'élite 1, la deuxième, la première journée complète au final, puisque tous les matchs se sont joués. On reviendra aussi sur l'élite 2. Là, par contre, un seul match s'est joué. Avec Julien, on parlera des contrats NRL. De plus en plus de joueurs ne vont pas au terme de leur contrat. Julien n'est pas content, donc on débattra parce que on a des choses à dire. Les Dragons vont aller au Camp Nou pour recevoir Wigan le 18 mai prochain. C'est un énorme événement. On en parlera un peu avec Greg et avec tout le monde parce que ça va être énorme. Et puis, on finira avec l'interview d'Eric. On y va. Pour commencer, on va parler de l'élite 1. Notre invité est là. On va en profiter tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet avec lui. Albi a battu 30-16 Villeneuve. Eric, pour un match de reprise. Quelle est ton analyse? Es-tu satisfait de ce premier match? Écoutez, oui, très bien, parce que c'est quand même l'essentiel est là. Hein. C'est une victoire qui a été demandée à domicile, c'est chose faite, malgré les difficultés des conditions climatiques qui n'étaient pas optimales. On a quand même réussi à obtenir une victoire dans la difficulté, parce que Villeneuve avait quand même un match dans les jambes la semaine d'avant face à Saint-Gaudens. On a été quand même assez héroïque en défense et malgré un peu le manque de rythme qu'on a pu sentir sur tout le long du match, on a quand même les joueurs qui ont répondu présent et je suis satisfait vraiment de la victoire qui est l'essentiel. Après, tout n'est pas parfait, il y a des choses à régler encore, pas mal de détails, notamment au niveau de la discipline, mais en tout cas, l'essentiel est fait et ça, c'est le plus important. Ok. Euh, on va donner les autres résultats. Carcassonne a largement battu Toulouse Olympique 50-4. Palot a battu le champion de France 32 à 16 avec une très grosse première mi-temps de Palot. Saint-Gaudens a fait tomber les Ignans à domicile 26-24 et Limoux a battu Saint-Estève dans les derniers instants. Alors Greg, un mot sur Carcassonne. Bon, bah, on l'attendait un peu. Toulouse, c'est très jeune. En plus, Carcassonne avait déjà un match à domicile. Victoire logique, le score est un peu lourd peut-être. Le score est lourd, mais je pense qu'il reflète le match. Toulouse, c'est très très jeune, ça se cherche un peu. Ils ont beaucoup de joueurs et beaucoup de jeunes nouveaux, certains qui arrivent du 15. Donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. À voir après Carcassonne, ça a gardé beaucoup de joueurs de l'année dernière, ça a pas mal recruté. Même si toutes les recrues sont pas là, ils ont fait le job. Ils avaient déjà fait un bon match à Lézignan en revenant bien en fin de match. Et là, ils confirment qu'ils seront au rendez-vous aussi. Ouais. Julien, on a vu aussi le champion qui tombe dès la première journée, Palot qui bat Avignon. Alors Avignon a eu un peu des complications sur la route, ils ont mis beaucoup de temps à aller à Palot, mais bon, ça enlève à rien à la victoire de Palot. Palot, c'est une équipe cette année qui s'est bien renforcée et qu'il va falloir surveiller sûrement, non? Oui, mais voilà, t'as tout dit en fait. Palo, ils ont fait un gros recrutement. Ils ont joué la semaine dernière. Enfin, ils ont joué la semaine dernière? Non, ils ont pas joué. Non. Ils ont gagné le Challenge Amber il y a 15 jours ou 3 semaines. Ouais, voilà, Oui. ouais. Bref, avec le recrutement qu'ils ont fait, on pouvait s'attendre à ce que ce soit dur pour Avignon quand même. Si on rajoute leurs petits problèmes de trajet, c'est que le début de saison, non, on va pas être trop inquiet pour Avignon, mais c'est sûr que Palo, d'entrée, de jeu, ça va être dur à les battre, surtout chez eux, quoi. Ouais. On a aussi vu du coup Lézignan qui avait battu la semaine dernière Carcassonne à 12 une bonne partie du match, là qui s'incline à Saint-Gaudens, eux qui avaient perdu la semaine d'avant à domicile face à Villeneuve. Greg, ce qu'on peut dire déjà, c'est que même s'il y a eu que 2 journées de jouer, c'est des matchs accrochés. Là, on voit 26-24, 22-20. Très accroché. Ça nous promet un beau championnat, quoi. Effectivement, ouais. Et puis Saint-Gauche, je les avais annoncés il y a 15 jours, solide à domicile. Bon, mais enfin, il me donne raison. Ouais. Et ouais, mais gros, bon match. L'année dernière, déjà, les Aignan avaient eu 2 matchs compliqués contre Saint-Gaudens. Donc ça leur réussit pas trop. Donc bonne performance des ours. Et puis Limoux aussi, hein, même si ça a été accroché qui gagne sur la fin, il leur manquait beaucoup de joueurs face à une équipe catalane
jeune, très jeune, qui doit se chercher aussi, je pense, en ce début de saison. Mais des matchs très accrochés et ça fait plaisir à voir. Ouais. Eric, toi, sur ces premiers résultats, qu'est-ce que tu retiens un peu de cette première journée complète, du coup, même si c'est la deuxième? C'est vrai que en termes de résultats, il y a quelques surprises, malgré les prétendants au titre. On a vu que tout était possible. Après, c'est vrai que voilà, notamment au niveau de Lézignan, il y a eu pas mal de changements aussi. Le fait d'avoir un gros effectif, de pouvoir commencer à changer des joueurs. Mais après Saint-Gaudens, voilà, ça a toujours été une terre de combat difficile Enfin, en tout cas, c'est une équipe qui est redoutable dans la difficulté. C'est des joueurs comme Villeneuve qui lâchent rien, qui vont chercher vraiment à tout donner jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est toujours difficile de pouvoir battre ces équipes-là. Ça autre chose. Palo aussi également, qui en terre catalane est toujours compliqué à jouer. Voilà, après. Limoux-Lézignan, UTC, avec une équipe jeune de l'UTC, très jeune même, hein. Voilà, face à une équipe expérimentée, mais c'est quand même, voilà, c'est vrai que c'est que la deuxième journée, mais on commence à avoir des résultats intéressants. Après, il faut voir si tout au long de la saison, ça va pouvoir continuer, après avec le rythme, la fatigue, les blessures et notamment le nombre de joueurs dans les effectifs qui risquent de faire un peu la différence en milieu de saison, quoi. Ouais, Ouais. pour rebondir sur ça, oui, Saint-Gaudens, l'année dernière, ils avaient fait un début de saison aussi avec plusieurs victoires sur des gros. J'avais regardé. Alors, des victoires accrochées, comme ils savent le faire, d'un point, de 2 points, mais ils avaient accroché tout le monde dans le début de saison. Et voilà, leur effectif a pas trop changé et assez réduit. Donc forcément, en début de saison, ils vont être durs à bouger. Villeneuve aussi. Mais c'est sur la longueur que ça va peut-être être un peu plus difficile. Ouais. Et les gros effectifs, à contrario, vont faire tourner en début de saison et puis vont peut-être s'améliorer et monter en puissance sur la fin de saison. C'est vrai. Et puis, on peut aussi noter sur cette deuxième journée que les 5 équipes qui ont reçu ont gagné. Donc, 5 victoires à domicile. Ça va pas être si simple d'aller jouer n'importe où que ce soit, finalement, peut-être, et d'aller gagner des matchs à l'extérieur cette année. Enfin, c'est que la deuxième journée, on verra, mais en tout cas, c'est ce qui se dessine sur cette journée. Donc, du coup, sûr. Carcassonne qui prend la tête, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ils ont 2 journées de jouer, comme les Ignans par exemple. Juste un mot pour finir sur cette journée, Eric. Morgan Carensac, c'était son premier match avec Albi. Il a fait une grosse performance. L'année dernière, tu m'en avais parlé, tu as vu des problèmes un petit peu dans l'animation de ton jeu avec un étranger. Le fait que ce soit un Français, et puis en plus de ça, qui fait un bon premier match, Morgan. Tu penses que vraiment, ça peut vraiment apporter un vrai plus à cette équipe et lui permettre de passer un cap par rapport à l'année dernière? Oui, alors Morgan, c'est vrai que c'est un joueur qui est calme, qui est posé, qui demande à progresser. D'ailleurs, il est venu un peu se challenger en Elite 1. C'est vrai qu'il a fait un bon match, il a fait de bonnes choses, il a quand même individuellement d'énormes qualités. C'est un joueur qui est dangereux. Je pense qu'il faut qu'il gagne un peu plus d'expérience. Il a encore des lacunes au niveau, alors des lacunes, je vais dire, des détails qui ne sont pas forcément très importants en Elite 2 et qui en Elite 1 commencent à être importants. Donc il a des choses encore à améliorer dans sa gestion de jeu et dans ses timings et ses choix offensifs. Mais on voit que c'est un joueur qui en a encore sous la pédale et qui est capable de franchir un cap. Je pense qu'il peut progresser rapidement parce que c'est quelqu'un d'intelligent et voilà, mais il faut qu'il arrive à s'imposer un peu plus dans le groupe, à être plus à l'aise au niveau des commandes et de son leadership pour pouvoir justement franchir ce cap. Voilà, donc là c'était un premier match où il a fait de bonnes choses, il a marqué un essai opportuniste, il a transformé pas mal de points. Donc on va travailler dès cette semaine avec de la vidéo individuelle, notamment avec les demi et les talonneurs et l'arrière, pour que justement dès la semaine prochaine on commence à améliorer les choses. Mais en tout cas, voilà, il est bien parti, il est motivé et je pense qu'il va monter en puissance tout le long de la saison. Ouais. Et pour finir, Eric, un mot du coup, Saint-Gaudens la semaine prochaine. T'enchaînes un deuxième match à domicile. Objectif, victoire, et puis de confirmer dans le jeu, de faire un peu mieux que ce que vous avez fait face à Villeneuve.
Oui, ben, c'est l'objectif. Là, on a un match à domicile. Ensuite, on se déplace à Limoux et on reçoit Palo. Donc, on a 3 matchs avant la trêve à domicile qu'on doit absolument remporter. En tout cas, c'est un des objectifs. Il faut qu'on arrive à monter en puissance pour pouvoir accéder à ces 3 victoires. Voilà, il y a des choses qui sont pas mal de choses à régler avant samedi, puisque Saint-Gaudens, voilà, les conditions climatiques, je ne pense pas qu'elles soient améliorées d'ici une semaine avec une équipe encore accrocheuse, un peu dans la philosophie de Villeneuve. Voilà, on a commis 14 fautes de main, 13 pénalités, c'est énorme, énorme. On est quasiment à 30 fautes directes. Et il faut absolument qu'on essaie de réduire ce quota-là et descendre au maximum. En tout cas, essayer de l'améliorer pour justement espérer à rivaliser et à gagner ce match. D'autant plus que si Saint-Gaudens arrive avec de la confiance suite à leur victoire face à Lézignan, vont se sentir capables et ont le potentiel de pouvoir chercher une victoire chez nous. Donc, à nous de monter notre niveau. Je pense qu'on est largement en dessous de ce qu'on peut faire, puisqu'avec 30 fautes, on a réussi quand même à mettre 30 points à Villeneuve qui a pas fait un mauvais match. Donc, je pense que si on arrive à gommer pas mal d'erreurs, on peut continuer à monter en puissance et l'objectif c'est de savoir quand c'est qu'on va le faire, donc au plus tôt ce sera le mieux. Après en tout cas dès samedi prochain on va essayer d'être un peu plus exigeant sur la performance des joueurs, même si la victoire est là, on va essayer de monter en puissance. Ok, on va fermer la page. Un dernier truc, moi sur les matchs qui sont plus sur YouTube, j'étais content l'année dernière, on avait un match d'élite par semaine. C'était bien pour ceux qui ne peuvent pas aller au stade ou pour ceux qui ne vont pas enfin, c'est cool que. Et là, plus rien. Donc, je suis un peu déçu de ça. C'est juste triste. Peut-être à venir. À venir sur Via Occitanie, peut-être. Voilà. En attendant, on avait un truc, on l'a plus. C'est toujours dommage de. Ouais. Et là, on avait eu la première mi-temps de Carcassonne contre Toulouse. Ils ont eu des petits problèmes de droit d'auteur. On n'a pas pu voir la deuxième mi-temps. Mais Carcassonne aussi fait l'effort de mettre les matchs et c'est plutôt sympa. Je vais remettre une petite agrègue aussi qui dit qu'il a dit que Sengo c'était dur à domicile, mais il a quand même pronostiqué les Ignats. Donc voilà, c'est bien. Ça marche. L'élite 2, bon, on va revenir à l'élite 2, ça va être rapide. On va pas. Tous les matchs de dimanche ont été reportés, alors que dimanche, quand je me suis réveillé le matin, tout s'était prévu quasiment, sauf celui de Villefranche et Toulon. Il y en a un qui s'est joué samedi. Greg, Lyon qui confirme à domicile. Lyon à domicile, en général, ça gagne, ça continue. C'est solide. Salon, voilà. Et Salon, malheureusement, là encore, l'équipe était très jeune, beaucoup de juniors 1. Voilà, ça va être compliqué cette année, Salon. Ouais, Salon n'était que 16, si je dis pas de bêtises en plus, à se déplacer. Et puis à Lyon, mais voilà, Lyon, cette saison, c'est plus costaud que la saison dernière. Ils commencent mieux le championnat. Ils devaient gagner, ils ont gagné. Et Salon, ouais, ça va être compliqué cette saison. Mais ils font l'effort, ils se déplacent, c'est bien. Ouais. on va retenir ça. Ils se déplacent parce qu'ils jouent en jaune, c'est pour ça. Et on va aussi retenir que Lyon, du coup, même s'il y a des matchs en retard à jouer, intègre pour le moment le top 6 et sûrement que Lyon sera pas loin de cette place-là en fin de saison, qu'on va continuer à les suivre. Il y aura normalement une 9e journée ce week-end avec 6 matchs pour l'instant qui sont prévus en Élite 2. À suivre, on vous tiendra au courant sur 13 mondial. On va s'attaquer au contrat NRL. Alors, Jus, tu as fait un article parce que c'est quelque chose qui te tient un peu à cœur. Alors, tu vas nous expliquer. Puis je me permettrai de te répondre, de t'apporter un peu d'eau à ton moulin peut-être par rapport à ce sujet aussi. Puis on fera participer de toute façon tout le monde. On t'écoute, ton coup de gueule par rapport à ces contrats, et principalement donc en NRL. Oui, alors c'est surtout les contrats qui vont pas au bout, quoi. C'est-à-dire la plupart maintenant, les joueurs ont plein d'excuses pour les arrêter. Les clubs, je sais pas s'ils s'en accommodent ou s'ils n'ont pas le choix. Enfin, c'est toujours compliqué. Et les clubs, du coup, en profitent aussi. Ils ont envie de faire la place dans la masse salariale. Ils se séparent de joueurs. On ne sait pas si ça pèse encore dans le salary cap. C'est un peu obscur aussi sur où va l'argent, qu'est-ce qui se passe. La Bennett qui s'est fait virer, mais on ne sait pas combien il touche ou s'il touche quelque chose ou pas. Enfin, il touche quelque chose, ça c'est sûr, mais on ne sait pas combien. Voilà, c'est un peu flou.
la NRL laisse faire et a pas trop pris la main là-dessus, et c'est ça qui m'énerve un peu, parce qu'après on se retrouve avec des situations avec Sean Johnson qui a encore une année de contrat, qui sait qu'il va pas être prolongé, donc qui demande à partir, qui réussit à partir. Enfin, c'est pas assez clair. Si on les laissait négocier qu'à la fin de leur contrat et pas un an avant, bon, il refait son année aux Warriors, il serait parti l'année prochaine, il n'y aurait pas eu de souci. Là, c'est toujours assez flou. On n'a pas les clubs peuvent faire des mauvaises décisions, c'est pas grave, ils ont signé un joueur 4 ans, au bout de 2 ans ils peuvent le virer. Du coup, ça n'a pas trop d'impact. Voilà, les clubs qui font des bonnes décisions ne sont pas valorisés. Les clubs qui en font de mauvaises peuvent changer. Les joueurs en font un peu comme ils veulent, alors qu'ils sont quand même payés suffisamment, je pense, pour voilà, un peu respecter et les clubs et la NRL et les supporters qui des fois se sentent aussi floués par ce genre de comportement. Ouais. Alors moi, déjà pour apporter une première chose, je partage cet avis. Après, faut mettre les choses en perspective. C'est-à-dire que si on prend par exemple deux autres exemples, on va prendre la NBA d'un côté et le foot de l'autre. Quand on est en NBA, quand un joueur ne veut plus être dans une franchise, il existe l'échange. C'est le moyen, entre guillemets. On met pas fin à un contrat, mais on va voir ailleurs, on change de club. Au football, il existe le transfert, voilà, créé par les agents. On rachète un contrat. Voilà. Et en NRL, en fait, aujourd'hui, il existe ni les échanges, ou en tout cas, je n'en ai jamais vu, ni les transferts. Du coup, quand un joueur ne veut plus être dans un club, sa solution qui en NBA s'appelle l'échange et en foot le transfert est la rupture de contrat. Donc voilà, entre guillemets, aujourd'hui, comme tu le dis, le problème vient de là, c'est que c'est entre guillemets la seule solution que les joueurs ont pour pouvoir changer de club avant la fin de leur contrat. Dans les autres sports, on a créé des moyens de le faire différents. Ah oui, moi, Ouais. de toute façon, ce que je critique, c'est le système. Donc, les mecs en profitent, ça, c'est le principe, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est que la NRL devrait, voilà, un peu plus cadrer les choses. Les échanges, voilà, quand on est, nous, à essayer de rechercher combien les joueurs sont payés, combien ils restent dans le salary cap pour les clubs, c'est introuvable. Il y a des infos sur certains joueurs, pas sur d'autres. À NBA, au moins, tu as les salaires de tout le monde sur combien d'années, tout. Enfin, c'est très compliqué, mais on est au courant de tout, quoi. On peut tout savoir. Ouais. Donc voilà, c'est surtout contre la NRL, quoi. Après, je me permets, après, je Vas-y, sais pas bien si sûr. je connais pas non T'es là plus pour ça. peut-être la réponse, hein, mais c'est peut-être un avis que j'ai, mais c'est vrai que le fait de pouvoir contourner ce salary cap, c'est quand même, voilà, les Sharks perdent Valentine's Holmes qui part à NFL, derrière 4 ans qui se libère de contrat, c'est Sean Johnson qui arrive. Est-ce qu'il n'y a pas des arrangements aussi entre les clubs pour pouvoir justement débloquer certains fonds et pouvoir pallier à certains recrutements? Je ne sais pas, après, c'est une idée comme une autre, hein, mais c'est bizarre. Ah oui, non, mais c'est sûr que Un départ important, une arrivée importante, comme par hasard, un contrat qui se passe bien, une rupture aussi. Je ne sais pas. S'il y a oui, pas non, des... c'est certain que c'est comme ça se passe, mais voilà, moi ce que je voulais, c'est juste un peu plus de clarté, quoi. Voilà, Ouais, donc du coup, ça fait petits arrangements, quoi, pour un gros mhm. truc. Ouais, c'est ça. Donc du coup, de ce que tu demanderais, toi, au final, Jules, par rapport à ça, c'est que la NRL définisse des règles qui soient plus strictes, alors que ça tende plus vers ce qu'est la NBA, par exemple, en termes de transparence, et aussi, par exemple, on a un contrat, on l'a signé parce que ça nous arrangeait bien de signer un contrat si long, on va au bout, et si on ne veut pas aller au bout, on peut être échangé, mais on Oui, peut pas voilà, le... quoi. Oui, Voilà. voilà, avec Donc c'est la NRL aujourd'hui qui, selon toi, doit, entre guillemets, taper du poing sur la table et un peu mettre des règles. Mais alors pourquoi ils le feront pas? Ils le font pas, pardon. Ah bah ça, je sais pas du tout. Moi, j'ai l'impression que quand même, voilà, le poids des joueurs est encore très fort là-bas, hein, et qu'à voir que le début d'année qu'ils ont fait sur l'arbitrage, avec des consignes sur les arbitres particulières, ils ont dit pendant plusieurs rounds, on va pas lâcher, on va pas lâcher, et puis finalement, à force, les anciens joueurs, les médias, enfin les médias, les anciens joueurs qui sont dans les médias, les joueurs, finalement, tu finis par virer à la fin de la saison ton responsable des arbitres. Donc voilà, ils ont pas encore la poigne sur la totalité des joueurs et des clubs, mais ils ont peut-être raison, ils ont peut-être pas le choix aussi, mais voilà. Parce qu'aujourd'hui, signer un contrat de 4 ans, sachant que tu peux négocier une année avant la fin, et que si t'es pas prolongé, tu vas partir, c'est comme signer un contrat de 3 ans. Tu signes des Ouais. contrats de N-1, quoi. Bon, voilà. Dis-moi ça. T'as un avis, Greg, par rapport à ça et est-ce que tu penses que la NRL toi, devrait justement clarifier les choses un peu et mettre son grain de sel? C'est sûr qu'il faut cadrer les choses. Après, comme on a dit, ça se passe dans tous les sports comme ça. Moi, par contre, ce qui me gêne un petit peu,
quand le joueur, le président, le club, etc. sont d'accord, voilà, ils ont un commun accord, ça me dérange moins. Par contre, quand des fois on voit des joueurs qui ne se sentent plus bien dans le club, demandent à partir pour raison familiale, je pense à Jarrod Samut, et qui 2 jours après dit qu'il sait pas ce qu'il va faire et 3 jours après signe à Wigan, ça me dérange plus, tu vois. On a eu certains cas avec des joueurs australiens au Dragon aussi, qui ont fait le coup. À l'époque, ils se sentent voilà le mal du pays, où ils veulent prendre leur retraite, ils annoncent leur retraite, et puis ils débarquent en Australie et ils refont une année ou deux. Donc ça me gêne plus, ce système-là qui est aussi développé. Après, quand tout le monde est d'accord, forcément oui, c'est quand même pénible parce que voilà, un contrat ne veut plus rien dire, mais ça me choque moins. Ouais. Avez... Après, il y a une info Eric. aussi sur Darius Boyd, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui quitte les Broncos et qui arrive au Rabbitohs avec Wayne Bennett. Ah non, on n'a pas vu. Vous l'avez pas vu, c'est tombé aujourd'hui en fait. Il y a le talonneur Cooks qui a été surpris. Wayne Bennett est arrivé à l'entraînement pour prendre le relais. Il était avec Darius Boyd en équipement des Rabbitohs. Donc, du coup, les joueurs des Rabbitohs étaient surpris puisqu'il lui restait 1 an de contrat justement aux Broncos. Et apparemment, il y a eu une rupture pour qu'il puisse suivre Wayne Bennett aux Rabbitohs. Donc, c'est encore une histoire qui va faire certainement du bruit. Ouais. Et Julien, juste, je voulais te relancer par rapport à ça aussi. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, donc entre guillemets, c'est un peu les joueurs qui font leur loi, et est-ce que tu ne penses pas qu'on est dans cette situation dans le rugby à 13 aussi, par rapport à la rareté du joueur de qualité, qui fait qu'aujourd'hui, le joueur peut entre guillemets encore tout se permettre, parce qu'il y a de la qualité, mais pas assez de quantité justement, pour qu'on puisse mettre plus de barrières, que ce soit la NRL, la Super League, les différentes autorités? Oh, non, je pense vraiment pas du tout qu'il manque de qualité, non, je sais pas. Enfin, non, après, je pense pas que ce soit ça, je sais pas trop, à vrai dire, mais voilà, c'est peut-être je sais pas, un manque de poigne. Enfin, après, quand t'as un joueur qui est pas content, c'est compliqué de le garder aussi. Le truc en NBA, c'est que comme tu sais que tu vas à la fin de ton contrat, t'es obligé de faire une bonne dernière année pour avoir un bon contrat derrière aussi. Donc et t'as des joueurs qui font juste des bonnes saisons quand c'est leur dernière année de contrat. Il y a toujours des trucs pervers dans tous les systèmes, mais non, le manque de quantité, je pense vraiment pas, non, parce que. J'ai un avis assez différent là-dessus parce que justement, je pense que aujourd'hui, quand tu prends l'exemple de la NBA, le mec, il joue en NBA, si il n'est pas content, il va aller jouer où? Il va aller jouer en Chine. Bon, il va prendre des sous, mais il jouera pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, après en NBA, le mec, il trouve toujours un autre club qui va les prendre. Enfin, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais on a quand même pu leur imposer en NBA aujourd'hui l'échange et d'aller au bout de leur contrat, ce qui n'est pas le cas en RL. Et si on a pu leur imposer ça aux joueurs, c'est parce que entre guillemets, ils peuvent aller nulle part d'autre. Aujourd'hui, un joueur de NRL, si les mecs qui sont pas contents, etc. Ok, tu peux s'il veut pas aller au terme de son contrat, il peut pas signer avec une autre équipe. Mais dans ces cas-là, le mec, il peut aller en Super League, il peut aller à 15. Il a la possibilité aujourd'hui de se barrer. Et derrière, est-ce qu'il y aura la qualité? Et je pense, moi, qu'il y a une peur un peu des autorités et des ligues par rapport à ça. Cette fuite qui n'est pas possible en NBA, qui est possible en NRL vers la Super League ou vers la 15, par exemple. Je pense. Ouais. Après, pour revenir un peu sur ça, il y a des contrats qui se font aussi avec les fédérations. C'est le cas de, par exemple, Callum Watkins, qui a un contrat de 4 ans avec la fédération anglaise de rugby à 13. Donc, il vient en plus du contrat de Leeds. Donc, ça lui permet justement de verrouiller leurs meilleurs joueurs et d'éviter justement des départs à 15, donc qui sont liés à la fédération, qui viennent rajouter un salaire supplémentaire à celui du contrat du club, et ce qui permet justement aux joueurs d'avoir moins envie d'être attirés par l'appel financier du 15. Donc c'est une forme de surenchère pour justement permettre aux joueurs de rester à 13. Donc je sais que ça s'est fait comme ça avec les internationaux anglais, et notamment Watkins, qui a un contrat à la Fédé. Alors est-ce que l'Australie ne pourrait pas faire la même chose avec leurs joueurs de NRL? Après, moi, oui, c'est plus un problème anglais, ça. Je pense pas que moi, de l'extérieur, quand un mec de NRL part pour aller ou en Super League, c'est rarement les mecs qui sont au top de leur forme, au top niveau, entre 26 et 28 ans, tu vois. Et quand ils partent à 15,
même quand c'est Israël Follow, on est tous tristes, mais des Israël Follow, après, il y en a 4 qui sortent derrière. Tu as Latrell Mitchell, 5 après, enfin voilà. Donc je pense vraiment pas que ce soit trop après, s'ils s'inquiètent de ça, peut-être, mais moi je serais eux, je m'inquiéterais pas. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une inquiétude par rapport à ça et qu'aujourd'hui, voilà, ils ont raison ou pas? Je pense qu'elle existe et qu'elle fait qu'entre guillemets, aujourd'hui, la NRL se mouille pas trop pour pas trop fâcher les joueurs. Ouais. En fait, c'est la seule raison que je vois aujourd'hui à ce que la NRL laisse que ce soit entre guillemets le grand foutoir, le grand bazar, parce que c'est un peu ça. Là, l'histoire que vient de nous raconter encore Eric, le mec et son entraîneur qui part, hop, il arrive avec, il dit salut les gars, je me casse. C'est le grand bazar, quoi. Ouais, c'est ça, ils mettent la pression, et Boyd, ils vont Voilà. lâcher, quoi. Parce que, Voilà. mais voilà, c'est Et la seule raison que je vois au fait que la NRL soit spectatrice à ce point-là, alors c'est peut-être aussi que ça fait parler de la NRL parce que les transferts, les gens adorent ça, et que ça fait parler de la NRL aussi sûrement. Il y a aussi ça qui doit jouer parce que nous on le voit, hein, quand on met des infos transferts sur 13 mondial, les gens, c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les gens. Donc la NRL, les transferts, les changements de contrat, ça fait parler, c'est sûr. Mais voilà, après, je m'interroge. ouais. Non, ce serait pareil si c'était juste à la fin du contrat, ça change, ça décale juste d'une année ou deux, tu vois. Mais Ouais, oui, mais non, mais je comprends. il y a quand même moins de spéculation, moins d'attrait autour d'un mec qui part en fin de contrat plutôt que d'un mec qui claque la porte et qui dit Ah oui, mais ça rajoute un peu de drame. voilà. Après, tu as raison, hein, ça attire le buzz un peu aussi. C'est que dès qu'il y a des infos comme ça, c'est tout le monde s'intéresse à la NRL et du coup, ça donne de la visibilité. Donc, je ne sais pas après si ça fait partie d'une stratégie, mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde se focalise sur la NRL et à la sortie, ils ont toute l'attention qu'ils veulent peut-être aussi. Hein, donc, je ne sais pas. Bon, ça, en tout cas, ça fait de la viande pour les barbecues avec Laurent Garnier. Ça ne devrait pas tarder à en avoir un deuxième. Ouais, et ben je spoil. On restera à l'écoute. Un deuxième, c'est sur quoi d'ailleurs Jules, tu peux le glisser normalement. On va parler de Sean Johnson un peu. Ouais, bon. Il y a des contrats forcément, mais. Ouais. Ok. Allez, nous on va tourner la page NRL. Je pense on n'aura pas la réponse de toute façon. On n'en sait rien. On verra s'ils nous écoutent, s'ils font quelque chose dans les semaines à venir. Je leur enverrai le lien demain en tout cas. Nickel. Et on verra si ça marche. On va revenir un peu sur la grosse info de la semaine dernière quand même, annoncée par les Dragons. Greg, les Dragons vont affronter Wigan au Camp Nou. On peut dire c'est énorme. Ah, c'est le rêve. Attends, en plus pour un club nord-catalan, aller jouer dans la cathédrale, le lieu sacré, on va dire, le Camp Nou, c'est assez énorme. Donc moi quand j'ai entendu cette info, on avait déjà entendu des rumeurs et ça avait été annoncé au moment où ils avaient présenté les joueurs à la mi-temps du match, quand ils ont gagné la Cup. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est l'excitation, c'est super, c'est énorme, c'est énormissime. Et de suite, je me suis posé la question, il va falloir le remplir, il y a du boulot, hein. Il va falloir bosser, bien bosser. Donc oui, après un match qui va être énorme au mois de mai. Donc déjà beau temps, superbe ville, Barcelone, superbe stade, 99 000 places. Tous les ingrédients sont là pour avoir un match de folie. L'adversaire est aussi présent, Wigan. À chaque fois qu'on a fait des délocalisations, que ce soit Montpellier, j'ai beaucoup Montpellier à l'esprit. Ça a été contre Wigan, ça avait donné des superbes matchs. Donc voilà, le contexte avec l'hymne catalan qui est l'hymne officiel aussi des Dragons catalans joué avant chaque match. Voilà, c'est voilà, un contexte qui me fait penser que ça va être énorme. Tompkins aussi, Tompkins en face. Ouais, voilà, Tompkins face à ses anciens clubs, c'est ils sont nombreux, les Wigan. Ouais, ils sont nombreux, mais c'est ça va être énorme. Par contre, il va falloir remplir le stade. Voilà, ça c'est un peu la. Ça... Julien, toi, remplir le stade, à ton avis, c'est combien de personnes on peut s'attendre au Camp Nou? Je n'en ai aucune idée. N'étant ni catalan ni footeux, j'avoue que moi la nouvelle, je trouve ça super, mais ça me touche moins que je sens que Greg il est au fond de lui-même et il est très très ému.
Ah ouais, ça se sent Le, quand tu parles que les... le remplir, je ne sais pas à quel point, à quel point les Catalans non trésistes peuvent se déplacer pour aller voir un tel match. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça peut se faire. Après, moi j'ai à l'esprit le match de top 14 Toulon contre Racing et, au Camp Nou, et ils l'ont rempli. Voilà, c'était notre contexte, d'autres moyens aussi. Je pense qu'ils ont offert beaucoup de place. Hein. Je pense qu'il va falloir quand même faire la même chose. Après, je pense que voilà, toute personne qui veut voir un bon match, se faire un super week-end, va venir. Les Anglais, qui sont très nombreux en Catalogne, hein, toute la côte, la Costa Brava, c'est voilà, ils sont tous là-bas tous les week-ends. Donc je pense que ça peut drainer aussi beaucoup d'Anglais. Ouais. Toi, Eric, ce match, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un peu historique, hein, déjà en termes de. En tout cas, pour le contexte, c'est historique de faire un match dans l'antre du FC Barcelone. Je crois que c'est la première fois que ça peut arriver pour une équipe française de rugby à 13 et tout simplement de match de rugby à 13. Donc c'est historique. Après, je pense que quand même, ils ont, que ce soit Bernard ou le président de Wigan et celui du FC Barcelone, je pense qu'ils ne sont pas quand même fous. Ils se sont concertés, ils ont tout préparé pour que justement ce soit une belle fête. Je pense que en tout cas, tous les abonnés du FC Barcelone risquent de peut-être d'avoir des avantages pour pouvoir accéder au stade. En tout cas, il va y avoir une communication qui est faite. Il n'y aurait aucun intérêt à faire un match là-bas pour inviter 2-3 000 personnes. Donc, à mon avis, ils ont dû se douter qu'un match aussi emblématique avec très peu de personnes dans le stade, ce serait ridicule. Donc, à mon avis, ils ont dû déjà réfléchir à tous ces problèmes-là. Et voilà, bon, ben, déjà, moi, c'est des week-ends qui commencent à s'organiser. Je reçois des messages pour pouvoir partir là-bas et le mettre en place. Donc, c'est ça qui est quand même un engouement qui se met autour de ce match qui va drainer déjà tous les trésistes français par le contexte. Les Anglais, ça va être la même chose, découvrir une nouvelle ville avec une nouvelle atmosphère. Et je pense que les Catalans, ça reste quand même dans le sang même que ce soit au foot, au 15 ou autre, ça reste quand même solidaire. Donc, je pense qu'ils viendront encourager les Dragons à ce match-là. Donc, je ne peux pas donner de chiffres exacts, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde. En tout cas, ce serait super, quoi. Et puis, tu as commencé à le dire, Eric, mais forcément, ça va être une vitrine un peu pour le rugby à 13 en France, parce que voilà, c'est Dragons catalans, une équipe française, et puis aussi en Espagne, parce que on sait que l'équipe d'Espagne aujourd'hui, alors il y a plusieurs Français qui jouent dans l'équipe, mais essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde, ça se jouera à l'automne prochain, donc que ça soit pour l'Espagne ou pour la France, pour la vitrine et la visibilité, Greg, c'est une super chose. Mais pour la Super League tout court, imagine un match de Super League devant je vais pas dire 99 000 personnes, hein, il sera certainement pas plein, mais si tu arrives à faire 50 ou 60 000 personnes, c'est déjà énorme, même pour un match de Super League. Tu vois ça que pour une finale Wembley, et encore, regarde, Wembley, c'était pas plein, ou Old Trafford. Donc, c'est une super vitrine pour le sport en général, pour la Super League, pour les Dragons, forcément, pour tout le monde. Ouais. Donc, a priori, tout le monde sera content, quoi. Oui, en plus, ils ont présenté la Cup sur le dernier match là, qu'ils ont fait. Donc, le public barcelonais les connaît. Oui. Ils ont vu cette Cup vraiment en live, donc ça va leur donner envie d'en savoir un peu plus. Donc, je pense qu'ils seront curieux de venir voir un match le mois de mai prochain, quoi. Oui. Ouais. Moi aussi, je suis optimiste. Mais du coup, j'ai une question pour Eric. Quel jour se jouera le match Albi-Toulouse, qui est le week-end du match Dragon-Wigan? Ouais, il n'y a pas les gilets jaunes à ce moment-là. Ah, si, sûrement, je pense. Albi-Toulouse, en plus, c'est bien bouché. Ouais, non. Et Albi-Toulouse, en principe, on joue le samedi soir, 18h. Donc, c'est bon. Ouais, 19h, pardon. Donc, bon. Va falloir trouver un truc. Ouais, c'est clair. J'ai essayé d'appeler Bernard pour le mettre le dimanche ou le vendredi au match. Ça s'arrange. Bon, après, ça serait malin pour la fédération de surfer là-dessus aussi, hein, et de peut-être faire quelque chose au niveau de la journée et essayer d'embarquer le maximum de monde sur un super week-end avec les écoles de rugby, etc.
Oui, si en tout cas il y a une entente entre la Fédé et les Dragons. Voilà. Excellente question. Voilà, c'est notre question. Donc après, On va pas l'ouvrir tout de suite. Nous, en tout cas, c'est sûr que nous à Albi, certainement qu'on va manquer énormément de public parce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller voir ce match. Donc, nous, on aura peut-être certainement beaucoup moins de personnes au stade. Bon, on va suivre ça de près. On a encore un peu le temps. Il y a quoi? Il y a 8 mois encore? 7 mois? 7 mois? Ça arrive vite. Ouais, ça va arriver vite. Hein. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Bon, on arrive presque au terme. Eric, c'est ton moment. Donc, est-ce que tu es prêt pour ton interview? Allez, c'est parti. Allez, pour commencer, Eric, de manière brève, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais? Alors, je m'appelle Eric Anselme, donc je suis actuellement entraîneur d'Albi 13 en Élite 1. Ça fait 7 ans que je participe au projet de ce club. Voilà, je suis un ancien international et puis voilà, donc mon parcours sportif est pas normal, quoi. Je veux dire, aujourd'hui j'ai cette carrière de joueur et puis là je me suis lancé dans cette carrière d'entraîneur il y a 7 ans et puis toujours à travailler dans la passion et vraiment à tout donner pour ce sport qui est une grosse passion. Voilà, donc voilà pour faire un peu le point sur moi rapidement. Voilà. Une première question. La saison passée, Albi a accroché les barrages, alors un peu péniblement. Aujourd'hui, alors tu m'as un peu déjà donné ton ressenti, mais qu'est-ce qui a manqué l'année dernière à Albi déjà pour se qualifier un peu plus facilement dans la phase finale et puis pour passer ce quart de finale, ce barrage? Mais le barrage, le quart de finale, était quand même assez proche d'obtenir. On était proche d'obtenir une victoire. On perdait 4-20 à Lézignan. Bon, il y a eu quelques décisions qui étaient assez litigieuses. On ne peut pas revenir sur la physionomie du match parce qu'il y a des décisions qui ont été prises qui étaient un peu injustes, mais bon, ça fait partie du sport. Après, c'était quoi qu'il arrive des deux côtés, donc on ne peut pas non plus se plaindre sur nos décisions en tout cas, puisque ça a été le cas d'aller de sens. On avait un pack qui était très agressif avec des joueurs devant qui rendaient vraiment un combat physique tout le long de la saison. On a été quand même redoutés. On avait quand même des trois quarts qui étaient intéressants, mais on a manqué un peu de lien entre ces deux packs, c'est-à-dire le pack des avants et les trois quarts. On a manqué de lien au niveau de la charnière. On a eu du mal un peu à se trouver, à mettre notre jeu en place. Et puis voilà, donc ça a été un peu le problème tout au long de la saison. On a traîné un peu ça et puis voilà, on est rentré un peu dans un cercle où on était un peu sous pression aussi avec les objectifs demandés par le club et les partenaires. Et voilà, on s'est senti peut-être un peu isolé à un moment donné, mais on a réussi à rebondir en fin de saison et on passe très peu de la qualification en demi, de 4 points à Lézignan, alors qu'on les avait battus 2 semaines avant. On sortait de la victoire aussi de l'UTC, donc ça ne s'est pas joué à grand-chose. Après, ça fait partie du sport, mais voilà, on a manqué un peu de leader dans la gestion de jeu qui aurait pu faire la différence. Ouais. Greg, une question pour Eric. Ouais, j'ai une question. Alors, quand l'autre fois pour le dernier podcast, on a discuté des U16 qui étaient victorieux de l'Angleterre. J'ai vu qu'il y en avait 3 qui étaient dans l'effectif d'Albi, le petit Fabre, le petit Gagnon et le petit Lescouser. Vous avez beaucoup de jeunes. Il y a le petit Taillade aussi qui a joué ce week-end, qui a été, je crois, élu homme du match. Donc vous faites confiance aux jeunes. Est-ce que c'est plus par nécessité parce que il faut au niveau de l'effectif, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un effectif très étoffé, donc vous faites confiance aux jeunes, ou c'est une réelle politique que de les faire jouer directement en élite 1? Alors, ça fait un peu partie des deux, c'est que ça se joint un peu les deux. La première que tu évoquais, c'est que le fait qu'on soit un peu isolé, nous, dans notre région, par rapport à la région de l'Aude, du Languedoc, qui va brasser des joueurs d'expérience au niveau de l'élite 1. Voilà, nous, ça fait quelques années qu'on était redescendu en élite 2 avec des difficultés de recrutement. On a reconstruit le club il y a 7 ans, voilà, avec des moyens financiers qui sont à notre portée, mais qui ne sont pas non plus
extraordinaire. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend la majorité des grands joueurs, ou on va dire des joueurs confirmés d'élite, ils se trouvent souvent dans la région de l'Aude ou du PACA, qui travaille dur aussi avec les jeunes, mais du Languedoc. Et c'est vrai que le fait de faire signer et faire adhérer des joueurs d'élite à Albi, ça leur fait changer complètement de vie. Ils doivent déménager, il y a plus de 3 heures de route. Voilà, les joueurs de la région de Toulouse sont un peu concernés par la Championship. Donc voilà, en termes de recrutement sur des joueurs confirmés d'élite, on a un peu de difficulté par rapport à la zone géographique. Ensuite, la deuxième chose est sûre, c'est que l'avenir est en termes de moyens financiers, d'économie, c'est de former des jeunes du cru, puisque ce sont des jeunes qui habitent ici sur place, qui ont déjà une situation universitaire, familiale du coin. Certains sont déjà en formation ou même travaillent dans la région, donc c'est beaucoup plus facile en termes financiers. Mais après, la politique, c'est que on a vraiment cette envie et cette fierté de pouvoir fabriquer, entre guillemets, si je peux dire ça, nos joueurs et les formater comme on aimerait pour qu'ils grandissent au plus haut niveau. Voilà, puisqu'on a mis en place déjà depuis 4 ans des stages à l'étranger, puisqu'on a envoyé des joueurs aux Tigers de Castleford. Ça fait 3 ans qu'on envoie des joueurs aux Rhinos de Leeds. Et voilà, donc la politique, je pense que le rugby à 13 aussi, c'est un sport de jeunes qui se joue par des jeunes, même s'il faut des joueurs expérimentés, anciens. C'est quand même un sport dynamique, plein de vitesse et physique. Donc c'est un sport fait pour les jeunes. Et voilà, donc moi je fais confiance aux jeunes. Là, ce week-end, on avait Hugo qui était à l'aile, qui a joué, qui avait 17 ans, Clément Taillade qui vient de faire 18 ans, Baptiste Fabre qui a encore tout juste fait ses 17 ans, pareil pour Lucas. On a une moyenne d'âge de Ouais. 23 ans, donc voilà, c'est la politique aussi de donner la chance aux jeunes et puis des jeunes qui prennent de l'expérience. Voilà, aujourd'hui, un jeune qui va au feu à 17 ans, 18 ans, ça lui donne de l'expérience pour être confirmé à 22, 23 ans et être un grand joueur d'élite. Super. Ouais. Mm. Julien, Comment... une question pour Oui, Eric? oui, mais du coup, c'est sur la lancée, c'est bien, c'est parfait, transition Ouais. parfaite. Albi, enfin, ces dernières années, même cette année, enfin, je sais pas comment tu te classes toi, mais on voit, c'est quoi, quatrième, cinquième équipe, on vous met pas parmi les favoris, parmi les outsiders capables de faire un coup, c'est certain. Mais est-ce que tu te vois, du coup, avec cette politique que tu viens de décrire, être un outsider tout le temps? Je veux dire, tu vas être, voilà, peut-être faire un coup, être champion une année, mais tout en partant en début de saison, voilà, faire finir quatrième, cinquième, troisième au mieux. Ou est-ce qu'avec le groupe que tu as, les jeunes, tu te penses que dans 2, 3, 4 ans, enfin, ça c'est toi qui peux me dire, tu te dis, ben là, on sera à Albi, voilà, contender pour le titre dès le début de saison, quoi. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte à 13 en France, malheureusement, notamment au niveau financier. Aujourd'hui, on travaille dur sportivement, on essaie de mettre des choses en place, mais voilà, il y a un système et un contexte économique qui fait qu'on a du mal à franchir un cap. Je ne sais pas si vous le voyez, même vous de l'extérieur, d'année en année, on n'arrive pas à conserver des joueurs clés, que ce soit des joueurs étrangers ou français. Mais Ouais. malheureusement, ce sont des joueurs qui acceptent certaines conditions financières quand ils viennent en France parce qu'ils ne connaissent pas, ils veulent se tester. Après, ils arrivent à confirmer leur niveau et forcément, c'est un peu dans la logique des choses, c'est que l'année d'après, ils demandent un peu plus. Et malheureusement, on n'arrive pas à les conserver, notamment des joueurs comme Brent Ward et Zach Friend, qui aujourd'hui feraient partie de mon effectif parce que c'était des joueurs que je voulais conserver. Daniel Bisley et Manu Kafoua aussi. Donc, ces 4 étrangers étaient ma priorité. Et d'année en année, on est obligé de repartir à zéro avec un nouveau recrutement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de financiers qui arrivent à suivre l'ambition du sportif. Donc voilà, c'est vrai que de former des jeunes et avoir justement plus de facilité pour les années à venir et essayer de récupérer des titres, ça peut être une façon de voir les choses. Mais après, malheureusement, à 13, on n'est pas non plus fourni en talent, même s'il y a des jeunes qui ont du potentiel. On en parlait tout à l'heure en termes d'effectifs et de réservoirs, on est mais vraiment très juste. Voilà, aujourd'hui, l'élite 2 a du mal aussi à sortir et à former des jeunes prometteurs. Notre championnat junior est compliqué, donc voilà, il y a au compte-gouttes, il y a certains joueurs qui arrivent à éclore et à sortir du lot, mais
malheureusement, sur 2 ou 3, sur un effectif de 30, c'est très compliqué. Donc, en tout cas, je souhaiterais que Albi puisse devenir un jour un des leaders du championnat français, mais je pense que d'ici 3-4 ans, c'est un peu compliqué dans ce Ouais, contexte-là ok. si on n'arrive pas à mettre plus d'ingrédients financiers et structurer, en tout cas, le 13 français en général, quoi. Ok. Tu parlais des étrangers, tu en as 3 nouveaux, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot un peu sur chacun d'entre eux rapidement, parce qu'on les connaît pas bien, nous, Ouais. leur poste et qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ben, mais déjà, nous, notre recrutement, il fait toujours, en tout cas, sur l'état d'esprit, hein. C'est ce qui met les valeurs et les bases du club depuis 7 ans. On peut avoir un joueur qui est très performant, un joueur star, entre guillemets, qui nous contacte et s'il ne rentre pas dans les codes de conduite du club, on ne le recrute pas. Donc, déjà, en tout cas, notre base essentielle du recrutement français et étranger sont sur les valeurs humaines et ensuite sportive qui est la cerise sur le gâteau. Donc, 3 joueurs qui se sont de suite intégrés dans le groupe. Jai Bellinger qui vient des Sunshine Coast, des Falcons, qui est seconde ligne, peut jouer troisième ligne, centre ou pilier, mais bon, c'est vrai que je vais l'utiliser régulièrement en tant que seconde ligne. Un grand gabarit, un 96 pour 110 kg, très mobile, ballon, voilà, dur au mal, dur à plaquer déjà. Hier, c'était leur premier test, donc ils ont fait un bon match. Voilà, joueur très dangereux au large. Ensuite, on a Alex Grant qui traîne une petite douleur au tendon d'Achille depuis notre stage du 2 et 3 novembre, et qui a joué hier et qui a une énorme potentiel aussi. Mais voilà, il y a besoin de repères, quelqu'un d'explosif, opportuniste aussi, très rapide. Et ensuite, on a TJ ULA qui est un pilier, comme on les aime en France, un petit trapu explosif d'origine samoane et voilà, agressif au mal, défensivement agressif, pardon, dur au mal et voilà, qui est capable aussi de travailler sur des appuis courts. Donc, les 3 profils sont des joueurs voilà, qui sont intelligents, ballon en main aussi, capables de faire la différence et très mobiles. Donc, ça va être un peu la philosophie, puisque j'ai adapté un peu mon plan de jeu, notamment l'adapter un peu à cette jeunesse-là et à tous les jeunes joueurs qui ont envie de jouer, qui ont des cannes. Donc, on va jouer un peu plus cette année par rapport à la saison passée. Ouais. Qu'est-ce qui serait une saison satisfaisante pour toi à la fin de l'année, pour que tu me dises, ouais, on a fait une bonne saison, je suis content, ça serait quoi? Mais, en tout cas, en termes de parcours sur la Coupe de France, ça fait 3 ans qu'on fait des demi-finales et on perd à chaque fois contre le vainqueur. Donc, ce serait bien d'essayer de franchir un cap. Après, c'est vrai qu'on a eu un tirage favorable à chaque fois. Mais bon, on perd de peu en demi-finale face au vainqueur. Donc, déjà, c'est pouvoir essayer d'atteindre cette demi-finale et accéder à une finale, ce serait l'idéal parce que 3 ans à s'arrêter à la porte de la finale, c'est assez frustrant. Bon, maintenant, il faut voir sur ce tirage-là, c'est un peu aléatoire et on ne peut pas trop le maîtriser. Après, en championnat, ce serait encore de pouvoir accéder aux playoffs et essayer d'obtenir un ticket pour une demi-finale. Donc, ce serait bien de pouvoir accéder à une demi-finale du championnat, d'autant plus avec ce jeune groupe qui le mériterait et qui demande aussi à gagner et à essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà, si on pouvait obtenir 2 demi-finales cette année, ce serait idéal. Après, étant compétiteur et le groupe aussi, puisque les joueurs sont là pour gagner, si on pouvait accéder à une finale, on le ferait, quoi qu'il arrive. Mais Ouais. 2 demi-finales, ce serait bien, quoi. Ouais. Avant de conclure, on va parler aussi de ton autre activité. Tu es entraîneur d'Albi, mais tu es aussi un entrepreneur. Tu as créé une startup qui s'appelle MyRookie. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept, ce que c'est et pourquoi tu l'as créé, tout simplement? Alors, ça vient d'un fait un peu personnel, hein, sur ma vie de sportif et ma vie personnelle, puisque je me rappelle, en fait, c'est la corrélation entre plusieurs choses qui ont fait naître cette idée-là. C'est que je me suis retrouvé jeune joueur quand j'étais encore cadet, avec des rêves de pouvoir obtenir un ticket professionnel à l'étranger, en Angleterre ou en Australie. C'est souvent le rêve des passionnés trésistes, puisque malheureusement, bon, mais maintenant encore, on a la vitrine des Dragons catalans et du Théo, mais
à mon époque, on n'avait pas forcément de visibilité et d'opportunité de pouvoir jouer à 13 en professionnel parce qu'on n'avait pas du tout cette chance-là en France et c'était le seul rêve, c'était de pouvoir accéder au monde étranger, donc l'Angleterre, l'Australie, et d'énormes difficultés à pouvoir me faire repérer, remarquer. J'étais obligé de travailler sur mon réseau et puis j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné en équipe de France junior et me faire remarquer par un club professionnel. Ce n'est pas le cas de tous les jeunes joueurs qui ont du talent, parce que ça peut arriver que des joueurs soient suspendus le jour de la sélection, d'être blessés, de ne pas être en forme le jour J. Et malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas trop de matchs internationaux, ça ne leur donne pas forcément une chance d'être repérés rapidement. Donc ça, c'était un premier constat. Ensuite, j'ai suivi tout au long de ma carrière un process de joueurs professionnels en partant en Australie, en Angleterre. Donc j'ai pu voir un peu comment fonctionnaient les recrutements, les transferts à l'étranger, le mode de fonctionnement. Et à l'inverse, une fois que je suis passé de l'autre côté du miroir avec justement mon rôle d'entraîneur, on l'a encore évoqué dans l'émission, je me suis retrouvé dans des difficultés à chercher à trouver des joueurs. Notamment en termes de recrutement français. Et je me suis dit, mais comment moi, en tant que jeune joueur, j'étais à la recherche d'opportunités, ça doit être le cas encore aujourd'hui. Et finalement, en tant qu'entraîneur, je cherche également des joueurs. Donc il y a des joueurs qui cherchent des clubs et des entraîneurs, et des entraîneurs qui cherchent des joueurs. Et je me suis dit, comment se fait qu'il n'y ait pas de lien qui se fasse entre les deux, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, l'idéal, ce serait de pouvoir créer une plateforme pour pouvoir centraliser tout ça et permettre à tout le monde de pouvoir se mettre en relation, être contacté, être vu, être mis en avant, et ce, dans le monde entier, quoi. Et donc, est né MyRookie. Et donc, est né MyRookie, voilà, donc avec la possibilité de pouvoir créer des profils en ligne et en live. Donc, c'est en fait le LinkedIn sportif. Hein, on va pouvoir créer son profil joueur en mettant en avant tous ses attributs physiques, taille, poids, âge, si on est sous contrat ou hors contrat, la possibilité de mettre des photos et les vidéos de leurs meilleures actions. On va pouvoir publier des annonces, on va pouvoir mettre en ligne ses tests physiques et en même temps être noté et monter en popularité par le réseau, puisqu'on va pouvoir demander en ami des personnes, donc ce soit tout type de profil, joueurs, entraîneurs, staff, qui inclut bien sûr tous les entraîneurs assistants, les kinés, les vidéo-analystes, les préparateurs physiques, les managers, les coachs, les head coachs, donc, et les clubs, et avoir la possibilité, grâce à un gros moteur de recherche, de rechercher n'importe quelle opportunité dans le monde entier. Donc, on peut rentrer des critères de sélection pour des joueurs, le poste, la taille, etc. Et tomber sur une liste disponible et pour pouvoir entrer en contact avec eux et échanger directement via une messagerie live. Et donc, à l'inverse, voilà, des entraîneurs qui peuvent aussi chercher des joueurs et des clubs peuvent publier des annonces, publier les infos de leur calendrier, les résultats de match. Ils peuvent mettre aussi en ligne leurs vidéos de leurs matchs, voilà, tout le côté administratif pour être contactés via leur site internet, les réseaux sociaux, numéro de téléphone. Voilà, donc c'est un gros outil social de recrutement sportif. Ok. De toute façon, on va continuer à te suivre parce qu'il y a plusieurs clubs qui ont déjà rejoint MyRookie, les Dragons, le Théo, aussi en Australie, en Angleterre, Leeds notamment. Ouais, pas mal de clubs de tout. Le Stade Toulousain. Et j'ai déjà énormément de profils joueurs étrangers. Il faut savoir que j'ai 10 nationalités représentées déjà. Donc, j'ai des joueurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Japon, de la Serbie, de l'Ukraine, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai des nationalités entraîneurs, joueurs et clubs du monde entier déjà inscrits. Et voilà, donc les applications vont être disponibles sur Apple Store et Android mi-décembre. Ok. Voilà. On suivra ça de toute façon. On suivra ça de toute façon. Avant de raccrocher, Eric, c'est la tradition. Il reste la question à la con que je vais te poser. Est-ce que tu es prêt? Ouais, ça marche. Allez. Eric, j'ai Romain Navarrete et Morgan Escarré en ligne qui me demandent si tu as gagné la Super League en 2008. Ah, alors, ça, on m'avait posé la question justement il y a pas longtemps. Je crois que ça venait un peu de votre coin, non, il me semble.
Mais alors, disons qu'officiellement, en ayant parlé avec, puisqu'on m'a demandé de me renseigner, donc officiellement, en ayant parlé avec le président Gary Terrington, je suis reconnu officiellement comme vainqueur de la Super League, puisque le vainqueur de la Super League, c'est tout un club, un ensemble de clubs et de joueurs qui ont participé à la saison victorieuse. Donc officiellement, voilà, je fais partie de l'effectif qui a remporté la Super League. Voilà. Mais après, en termes de récompenses, médailles ou autres, voilà, il y a qu'un certain nombre de médailles qui sont données par la fédération anglaise. Donc du coup, voilà, c'est 5 ans après, on l'interprète comme on veut. Ouais. Aujourd'hui, je suis sur les murs des trophées à Leeds. Il y a mon nom inscrit sur l'année victorieuse de 2008. Donc, il y a mon nom qui est inscrit auprès des autres joueurs qui étaient sur la feuille de match. Donc, en fait, voilà. Et donc, c'est tout un groupe qui gagne la Super League. Après, avec du recul et en étant modeste, je ne peux pas me permettre de dire être victorieux de la Super League avec ce qu'a pu faire Romain et Morgan. Je pense que tout le mérite leur revient parce qu'eux étaient sur la feuille de match et ont joué le match. Donc, je n'ai aucune prétention à dire que je suis vainqueur. C'est plutôt eux qui ont fait cet exploit-là, même si moi, on peut l'interpréter différemment. Mais en tout cas, moi, je ne me sens pas vainqueur. Au vu de leur performance, je ne peux pas me permettre de dire ça. C'est sûr. On finira là-dessus. Merci Julien, merci Greg. J'en rajoute une. Le Ouais. Boyd qui arrive à l'entraînement des Rabbitohs, c'est le Gorafi d'Australie, donc c'est pas une vraie info. Ah, c'est pas vrai. J'ai eu le temps de vérifier. Non, c'est une connerie. Ouais. Ah, ok. Bah, ils sont capables. C'est comme quoi ils sont capables. Ils nous ont fait croire que c'était possible. Bon, en tout cas, c'est l'heure de vous remercier. Merci Greg, merci Jules, Ouais. et puis surtout merci à Eric d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci à vous. Continuez à nous suivre sur 13 Mondial, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Il y aura des buvettes, il y aura des barbecues, il y aura un peu de tout parce que là, c'est la période des transferts en plus de ça. Donc, suivez-nous et à la semaine prochaine. Ciao. Merci à toi, Nico. Ciao, ciao. Salut. Ciao.